écran. Bonjour à tout le monde. Je suis Italo Dutra. Je suis consulteur voilà, d'éducation régionale d'UNICEF. Voilà, on va aborder la crise d'apprentissage et les politiques d'éducation et les leçons apprises des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. On est là et on voudrait déjà par remercier la Banque mondiale, à la CEPAL, à l'International Education Fund, à l'UNESCO, à UNICEF et à USAID pour nous avoir accompagnés pour cette initiative conjointe. On est là avec des gouvernements de l'Amérique latine et de la Caraïbe qui ont signé donc cet engagement à l'action et d'agir en matière d'éducation et d'apprentissage fondamental. Et on aura ici 12 représentants des gouvernements et des gouvernements nationaux et deux des gouvernements sous-nationaux qui vont parler avec nous sur les défis et les progrès en matière, donc pour faire face à cette crise d'apprentissage. On est ensemble donc avec les directeurs global, mondial pour l'éducation et pour le développement d'adolescents, Robert Jenkins, notre directeur mondial d'UNICEF, qui va donc commencer avec des mots de bienvenue. Merci. Bonjour Italo, merci. Bonjour à tous les collègues. Je m'appelle Robert Jenkins, comme Italo vient de mentionner, directeur de l'UNICEF pour l'UNICEF, d'éducation pour l'UNICEF. J'assume que la traduction marche, donc je vais continuer en anglais. Et, alors, félicitations à tous les collègues régionaux et tous ceux qui s'occupent des apprentissages dans la région. On apprécie cet partenariat avec ces organisations globales, mais on est une organisation assez forte, hein, et on est c'est fondé sur le fait qu'on veut que les enfants aient vraiment des résultats scolaires optimaux, et surtout quand on voit la transition quand on va de l'apprentissage de la lecture jusqu'à l'apprentissage en général. Surtout quand les curriculums ou les plans d'études euh, nous dit qu'il faut être réussi, il faut être réussi pour pouvoir, il faut lire pour pouvoir avoir de la réussite, hein. Il y a beaucoup d'experts ici, mais je comprends que si on voit ça de près, il y a un engagement très fort, hein, pour accélérer les choses, surtout avec les nombres de pays qui ont approuvé l'engagement et qui veulent vraiment voir cet apprentissage de fondamental accéléré et amélioré. Donc, c'est clair qu'au niveau national et même aussi au niveau sous-national, les gouvernements sont d'accord, hein. Ils veulent accélérer donc cette programmation qui va permettre donc aux enfants d'apprendre d'écrire et de lire et d'avoir du succès dans la vie. Cependant, cet engagement et voilà, et cet besoin d'accélérer les progrès va donc toucher les enfants. Et on sait que les enfants, il y a certains des enfants qui ont du mal, hein, à suivre, hein, et de voir des résultats progressifs et par rapport à une échelle, surtout quand on veut atteindre tous les enfants dans toutes les régions. Si on voit ça si on voit les statistiques mondiales, on reconnaît bien sûr qu'on est à peu près 70% des enfants de 10 ans autour du monde qui ne peuvent pas lire, hein, ou qui atteint donc cette époque critique pour eux. Et Italo et d'autres collègues ici qui vont parler donc en détail des statistiques, hein, et pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Mais le message global, c'est qu'on reconnaît tous qu'il y a beaucoup, il y a le besoin d'accélérer les choses et d'accélérer les processus positifs de changement et d'aller à échelle supérieure pour atteindre beaucoup plus d'enfants et que beaucoup plus d'enfants aient l'accès à ces apprentissages de qualité et surtout les enfants marginalisés.
Et voilà. Et les statistiques globales sont un peu préoccupantes parce qu'il y a des disparités, des inégalités. Quand on voit les moyennes, bien sûr, il faut désagréger donc ces moyennes par rapport aux régions, hein. Par exemple, par les enfants qui vivent dans des régions écartées, des enfants qui habitent dans des régions qui sont loin, éloignées, ou ceux qui viennent des régions autochtones qui ne sont pas adaptées. Et si on voit ces enfants-là et ces comparaisons, et bien sûr, la tendance est négative. Donc, les enfants marginalisés qui habitent de manière éloignée sont touchés et de manière disproportionnée. Donc, si on voit l'échelle, il faut voir l'accélération, mais il faut aussi voir comment on peut inverser la tendance, hein, pour que, pour que les enfants qui ont ces caractéristiques puissent donc avoir accès à la qualité d'éducation qu'on veut cibler. Alors, je vais finir par dire, je félicite tout le monde pour avoir cette conversation et cet engagement qui est incroyable autour donc de tellement de pays au niveau scolaire pour accélérer les progrès et pour accélérer donc et améliorer l'apprentissage fondamental. Et voilà, on apprécie bien donc ces partenariats avec les autres organisations qui ont organisé cette discussion et avec les gouvernements et la société civile et aussi les enfants et les enseignants pour travailler ensemble pour que tous les enfants puissent atteindre donc cet apprentissage de qualité. Merci. Merci, Robert. Alors, comme Rob vient de mentionner, on a une crise d'apprentissage qui est assez chronique, hein, et dans la région. Et je pense que, comme il vient de dire, la réponse de la région pour agir en matière d'apprentissage fondamentaux, ça a été positif. Aujourd'hui, on a 12 gouvernements régionaux et 3 gouvernements sous-nationaux qui ont signé cet accord des apprentissages fondamentaux. Alors, quand on parle des problèmes qu'on a dans la région, on doit comprendre et écouter les autres pour voir que cet engagement passe à l'action. On va commencer avec une première ronde des gouvernements nationaux qui vont parler de, de leur engagement et de leurs actions pour faire face à cette crise des apprentissages. Alors, je vais passer la parole à ma collègue, mon collègue de la Banque mondiale, Horacio Martinelli, qui va faire un appel, hein, qui va mentionner les gouvernements qui vont participer à cette première ronde. Alors, Horacio va vous poser une question et vous aurez 4 minutes pour répondre, hein. Et ensuite, on aura un peu plus de temps. On va contrôler les temps, bien sûr, pour voir s'il y a des questions, s'il y a le temps pour répondre à des questions du public, hein. Merci, Horacio, et à vous la parole. Merci, Italo, et merci, Robert, et à toute l'équipe d'UNICEF pour avoir organisé et être les leaders de cet événement, et à tous les collègues de toutes les organisations et les entités gouvernementales qui sont là. Merci de nous permettre de travailler avec vous, hein. Alors, je voudrais en premier donner la parole à Alexander Nascimento Santo, directeur des politiques et directrice du gouvernement fédéral du Brésil. Je voudrais lui poser la première question et réfléchir avec lui pour voir quels ont été les principaux défis auxquels ils ont dû faire face pour avoir ces résultats et, et pour améliorer les apprentissages fondamentaux, principalement et la lecture, hein. J'espère qu'il est connecté, Alexander, qu'il est en ligne avec nous. Un plaisir, hein. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette conversation. Je pense qu'une partie des défis sont communs à tout le monde, hein. Et donc, je vais voir comme ça, on va parler donc des premiers défis. Alors, pour le Brésil, c'est l'échec scolaire pour tous, mais surtout pour les populations marginalisées. Et là, l'échec scolaire
est beaucoup plus aiguë. Pas seulement les connaissances des professeurs, mais aussi la conception des politiques nationales qu'on doit améliorer. Le deuxième défi, ça va être le régime fédératif. Nous sommes une fédération, donc on n'a pas un système d'éducation nationale, donc on dépend toujours des accords politiques et des engagements entre les niveaux national et le niveau local. Et chaque politique qui est conçue, donc on doit des défis là. Il y a une absence aussi des, des cadres normatifs bien sûr des lois pour voir chaque étape d'éducation des bases, hein. Et on a aussi les défis en ce qui concerne les processus de formation des enseignants. Et donc, il faut assumer donc ces défis. Et par le passé, on l'a vu comme des sujets importants, et surtout dans les conceptions des politiques qu'on voulait voir, hein, pour les apprentissages. Voilà pourquoi on a conçu trois politiques. Et la première, le premier, c'est un engagement pour assurer l'alphabétisation des filles et des garçons, pour que tous les enfants brésiliens soient alphabétisés jusqu'à deuxième année du primaire et jusqu'au secondaire, jusqu'à 17 ans. Donc, ce programme a eu des problèmes avec la partie de la fédérative, hein, et au niveau stratégique pour la prise de décision et pour les prises de décision au niveau local. Euh, Parce qu'il y avait un ensemble donc des défis et on a 100 570 municipalités et maintenant ces municipalités connaissent les, les défis et bien sûr les buts d'ici 2030 pour que tous les enfants soient alphabétisés jusqu'à deuxième année du primaire. Donc c'est très important. Le président de la République a fait appel au gouverneur du Brésil et on a fait un pacte, un accord avec chaque gouverneur pour que donc cet ensemble des objectifs soit atteint. On a bien sûr un appui financier et technique pour que chaque système sous-national puisse faire la mise en œuvre avec les enseignants. On a aussi une politique de distribution des matériels pour l'alphabétisation des enfants et pour la qualité de l'information. Et donc, ça a été coordonné et surveillé. Et finalement, la stratégie de on a créé un réseau national qui, qui articule donc ces engagements techniques, qui accompagne donc les municipalités, à peu près 5 000 municipalités. Donc, il y a une politique nationale et qui a besoin d'atteindre les niveaux locaux. Donc, la deuxième politique, il y a un pacte national pour la recomposition de l'apprentissage. Ici, l'importance, c'est de faire face, et bien sûr, les configurations et de l'enseignement après la pandémie. Donc, l'engagement, donc cet accord d'apprentissage a été fondamental et on a dû définir l'ensemble des compétences qu'un enfant doit avoir à la fin de la deuxième année, de la cinquième année et à la fin de la neuvième année, de manière à pouvoir comprendre donc la situation des enseignants, des parents aussi, et pouvoir l'apprentissage à chaque étape, hein. Il y a eu aussi l'évaluation permanente pour arriver à avoir un enseignement correct par niveau. Chaque enfant est identifié pour identifier les niveaux de chaque enfant et qu'est-ce que cet enfant nécessite pour arriver au prochain stade. Donc, on a eu cette plateforme nationale d'évaluation. Tous les 3 mois, on fait donc une révision pour voir
la situation de chaque enfant. Et ensuite, et finalement, on a un programme spécifique pour les adolescents de 10 à 14 ans, hein. Dans notre système, c'est un moment critique, hein, parce que là, on voit les décrochages hein, et voilà, scolaires. Très intéressant ce qu'on voit au Brésil. Je pense que c'est un grand apprentissage pour nous tous, hein, en Amérique latine, hein, parce que on aura beaucoup plus de temps après pour revenir là-dessus avec des questions, hein. Mais maintenant, on ira avec la même question vers Madame Barcovito, ministère de l'Éducation de la République dominicaine, qui va nous parler un petit peu des, de ces défis hein, qu'ils ont rencontrés pour améliorer les apprentissages fondamentaux. Muchas gracias. Merci. Merci pour cette opportunité. Depuis le ministère de l'Éducation de la République dominicaine, on a mis en œuvre un programme national construisant la base des apprentissages. On l'appelait comme base, hein, avec des bases, des fondations. C'est une proposition pédagogique et d'alphabétisation pour arriver à l'âge opportun hein, et à renforcer ces apprentissages. Donc, il s'agit de la reprise des apprentissages et de la qualité, améliorer la qualité des processus d'apprentissage. On est axé donc sur l'écriture, les mathématiques et la lecture du niveau primaire. Alors, quand on a lancé donc, cette politique d'alphabétisation en novembre 2022, on établit donc l'alphabétisation initiale comme une priorité du système éducatif dominicain. Et donc, ça, c'est le programme qui va mettre en opération cette politique nationale dominicaine. Et donc, il y a trois axes, trois volets, hein, et à chaque fois, on a vu bien sûr des défis. Le premier volet, c'est le renforcement de l'enseignement, la formation des enseignants. C'est vraiment un des défis hein, pour pouvoir améliorer les apprentissages. Dans le renforcement des apprentissages, on est identifié donc on a dû concevoir une formation forte. Hein, et cette formation veut dire à peu près 200 heures, hein, en format hybride, hein, dans les contextes techniques du district, des régionaux, avec 18 régions et 122 districts qui composent notre système éducatif. Maintenant, on a 500 techniciens formés, 500 entre les régionaux, celles du distrital ou du district et les nationaux. Ils sont en train de s'occuper de la formation des enseignants. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pu former à peu près 20 000 enseignants hein, avec, avec cette partie pédagogique. Hein, pour Donc, pour faire cette formation, le ministère de l'Éducation a dû donc allouer, bien sûr, des fonds hein, au district pour que chaque district puisse organiser leur formation hein, au moment opportun. On a le défi donc de continuer à renforcer donc, cet axe, ce volet, et de continuer cette structure de formation qui est développée depuis le programme Combasea, comme ça qui s'appelle le programme. Hein. La formation des techniciens et des enseignants est accompagnée par des ressources matérielles, des matériels aussi théoriques et didactiques aussi, qui ont été développés hein, avec le programme et avec l'accord et appui de l'UNICEF. Et donc, pour les étudiants, ils sont donc bénéficiaires. Alors, le programme, en deuxième volet, c'est la gestion. Et là, on a des défis aussi, on rencontre des défis aussi, parce on a besoin de directeurs qui soient axés sur la partie pédagogique, qui se concentrent sur ça. Donc, qui favorise donc la partie le renforcement de l'enseignement. Pour pouvoir avancer, on a réalisé donc une rendition des comptes du programme. On l'a fait depuis le 4 mars jusqu'au 5 avril là, de cette année. Et on a eu besoin d'un effort national pour arriver là. Hein. On a examiné donc les résultats obtenus
dans les évaluations des étudiants pour pouvoir accélérer et pouvoir atteindre ces résultats d'apprentissage. Alors, on a eu donc 122 ateliers, un dans chaque district éducatif, et avec les directeurs des centres, les techniciens ont, ont donné donc leur compte rendu au directeur et donc on a pris des décisions pour améliorer la situation par district. Au même fois, en même temps, ces directeurs ont donc assisté, donc ils ont fréquenté et ils ont parti à ces ateliers, hein, et on a pris des décisions au niveau régional. Et ensuite, les 18 directeurs régionaux, on a eu un atelier national avec le ministre de l'Éducation. Et là, ces directeurs ont présenté leurs résultats à la, bien sûr, et ils ont présenté donc leurs résultats au ministère de l'Éducation. Et ensuite, on a eu, bien sûr, ça nous amène donc à un plan national d'action pour renforcer la mise en œuvre des programmes pour augmenter les apprentissages des étudiants au niveau national. On doit aussi, on veut vraiment mettre en œuvre ceci de manière nationale, hein, pour que les gestionnaires régionaux puissent donc prendre des décisions pour l'amélioration de la structure. Ensuite, on a bien sûr les suivis de l'information. Il faut créer une culture d'évaluation continue, hein, et de la prise de décision basée sur cette base probante. Améliorer et, et implanter cette culture dans tous les centres régionaux avec un système de suivi avec les programmes Combassé pour arriver à l'amélioration. Et donc, dans ces volets, cette partie, alors si vous pouvez finir, merci. Alors, 30 secondes pour finir. Ici, on a bien sûr vu, donc, on a, on a examiné 115 000 étudiants du système national et ensuite, on a fait un échantillonnage, hein. Et la tendance, c'est bien sûr à l'amélioration, hein. Et donc, il y a eu un 48% de succès en langue et en mathématiques, hein. Donc, ça nous montre que donc, la tendance est à l'amélioration des résultats. Merci. Merci, Elvira. Et merci à Italo pour nous tenir dans le temps voulu, hein. Alors, je vais demander à la subsecrétaire éducative de l'Équateur qui va nous partager donc les difficultés, hein, qu'ils ont rencontrées euh, en Équateur. Alors, bonjour tout le monde et bon après-midi. Alors, je parle depuis le ministère de l'Éducation de l'Équateur. Je pense que les grands défis qu'on doit confronter, c'est les résultats des évaluations. On a l'évaluation des étudiants en 2023 et on voit que les niveaux de base en mathématiques, 7 sur 10 étudiants n'atteignent pas les niveaux, bien sûr, voulus en langue et littérature. 7 sur 10 étudiants n'atteignent pas donc les niveaux. En mathématiques, pareil, 7 sur 10 étudiants. Et ils ont atteint les niveaux minimum. Pendant qu'en sciences naturelles, on a vu une amélioration assez significative avec 8 sur 10 étudiants, avec 82% qui ont atteint le niveau minimum. Donc, ces résultats voient donc une amélioration. Il y a bien sûr, donc il nous faut des actions très ciblées, hein. On a des défis aussi, comme les décrochages scolaires, hein, avec des hauts niveaux bien sûr, un haut niveau de violence et des problèmes numériques parce qu'ils n'ont pas accès donc aux ordinateurs. Il faut des efforts, bien sûr.
il faut une formation des enseignants aussi, hein. Depuis le ministère de l'Éducation de l'Équateur, on travaille sur différents plans des gouvernements. Par exemple, un plan national de l'éducation et le plan national, je lis en premier, hein, je lis au primero, avec bien sûr pour l'amélioration des compétences en mathématiques, lecture et d'autres éléments. Et donc, on cherche donc ces plans d'amélioration constante, des initiatives aussi avec du mentorat spécialisé pour améliorer les pratiques pédagogiques et aussi pour, bien sûr, on a la mise en œuvre d'un programme d'éducation numérique. On cherche donc d'améliorer l'accès à des ressources numériques pour promouvoir la lecture et l'écriture. On a bien sûr des programmes aussi pour renforcer le bien-être émotionnel. Et c'est vraiment une préoccupation de la ministre, bien sûr. On travaille aussi sur le renforcement des plans éducatifs, hein, avec 5 assertions de plans d'études. Par exemple, les études civiques, l'éthique, l'éducation financière et le développement durable pour renforcer les plans d'études, pour voir au moyen terme une structure beaucoup plus renforcée. On a une politique publique basée sur ces preuves, sur ces éléments probants. Aprender a tiempo, c'est un autre programme. Apprendre à temps, hein, c'est un autre programme qu'on a et avec des institutions éducatives qui ont été favorisées par ces plans, qui cherchent donc à donner un accompagnement technique et pédagogique aux autorités et institutions. Excusez-moi, ça va vite, hein. Donc, avec ces programmes, on a pu travailler avec le ministère de l'Éducation et pour pouvoir répondre aux défis. Alors, Ucayali, Pérou, Nora du ministère de l'Éducation d'Ucayali, Pérou, donc va sa présentation et voir comment au niveau régional, on a fait face à ces défis et voir donc les stratégies en matière d'éducation. Merci de nous accompagner. Bonjour à tout le monde. Et Ucayali, c'est une région amazonienne du Pérou et on a un programme éducatif régional dont l'axe principal, c'est l'amélioration donc, des apprentissages pour les étudiants et à long terme, hein, et on est en train de développer ça depuis 2000 jusqu'à 2036. On a 4 axes stratégiques. Le premier, donc, c'est la région et l'amélioration de la vie citoyenne. Ensuite, l'équité et la société d'éducation, l'inclusion. Le troisième est axé sur la productivité, la recherche. Et le quatrième, sur la gestion éducative. Alors, on a 210 étudiants, 210 000 étudiants dans cette région amazonienne, avec 60 000 qui parlent une langue différente à l'espagnol, hein. Et donc, c'est une région pluriculturelle ou multiculturelle et bilingue, hein. Donc, on cherche donc des conditions de qualité pour les 47 régions et institutions éducatives de la région de Cayali. Donc, donc l'unité de mesurage de la qualité du système d'éducation de Cayali donc est en marche depuis 2007. Par rapport à d'autres régions du pays, depuis 2007, on est, on, on est dans les dernières places, hein, en matière d'apprentissage. 4 sur 10 enfants euh, arrivent à résoudre des problèmes mathématiques et seulement 7 sur 100 enfants comprennent vraiment à lire et ils comprennent et ils lisent bien. Donc, on doit renforcer les quatrièmes années du primaire et parce on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas écrire. Donc, ça, ça a augmenté, les chiffres ont augmenté depuis la pandémie. Donc, on cherche à bien sûr identifier ces défis et voir
comment on peut améliorer les choses auprès des enseignants avec un plan d'études beaucoup plus chevronné et avec des meilleures compétences. Et donc, ça, c'est le principal défi. On doit continuer on doit améliorer la formation des bases. On doit former 2400 enseignants qui parlent les langues autochtones de Kayali, parce qu'on a des populations amazoniennes, indigènes, qui n'ont pas vraiment des personnes qui sont formées. Donc, on ne peut pas parler des conditions de qualité d'éducation, des conditions d'éducation de qualité. On a une moyenne de 8700 étudiants qui doivent vraiment garantir leur permanence dans le système éducatif. On cherche une stratégie donc, de réinsertion pour que ces 8000 étudiants puissent revenir et être réinsérés dans le système éducatif. On a bien sûr des barrières. On a des indicateurs que le montrent au Kayali. Par exemple, dans la petite enfance, euh, cinq- la plupart de la moitié de la population souffre donc des problèmes d'anémie. 20 sur 100 euh, ont des problèmes de grossesse aussi, hein, et il y a des problèmes aussi de violence. Donc, il y a toutes ces barrières nous mènent donc, à faire face à ces défis de manière intersectorielle et voir avec les acteurs les processus d'apprentissage et identifier les barrières euh, pour, pour éliminer les barrières à l'apprentissage. Et pour finaliser, on considère comme défi important hein, le fait d'avoir voilà, des éléments budgétaires aussi, hein, qui soient compétents, qui puissent répondre aux besoins et aux pratiques pédagogiques nécessaires. Hein. Merci. Merci d'être avec nous et d'avoir partagé la situation là. Je passe la parole à Italo. Voilà. Et on va passer à la deuxième ronde. Merci beaucoup à tous. Voilà, Horacio, d'avoir animé la première partie. Voilà, Alejandro Santos, euh, Elvira Blanco Brito, voilà, on a eu des intervenants du Brésil, euh, de la République dominicaine, de l'Équateur et Nora Delgado qui nous accompagnaient depuis Ducayali, Pérou. Voilà, on va passer donc à la deuxième ronde donc d'intervention, hein, des pays qui vont présenter leurs avances, leurs progrès, leurs défis en matière de politique d'apprentissage et la crise d'apprentissage. Alors, pour animer dans cette deuxième partie, c'est euh, Bastien Mendes d'UNESCO qui va animer donc cette deuxième partie hein, et qui va poser donc les questions. À toi, Val. Merci. Merci, Italo. Bonjour à tout le monde. Au nom de l'UNICEF, on vous remercie hein, de votre présence et on est vraiment content de pouvoir aborder cette crise et cette conversation. Et depuis l'UNESCO, on voit des résultats et on vous entend avec ce panel qui est là. Je sais qu'ensemble, on pourra avancer ensemble pour pouvoir faire face à cet engagement. Donc, voilà, sans plus de préambule, donc on passe maintenant à inviter à nos panélistes qui sont là avec nous aujourd'hui. On a un groupe de pays, d'experts, hein, donc je vais inviter en premier. Alors, Paola Campos en premier, qui est la directrice exécutive du Plan national d'alphabétisation de l'Argentine. Merci, Paola. Voilà, voilà, tu peux mettre ta caméra. Ensuite, Yolanda Comorra, nous vient du Belize, directrice nationale d'éducation,
et Santiago Contrucci du Chili, qui est coordinateur exécutif pour la réactivation éducative du ministère de l'Éducation du Chili. Merci Santiago de nous rejoindre. On est rejoint aussi par Ceili Catalina, qui travaille dans le composant lecture, hein, et les bibliothèques scolaires de la Colombie, de la ville de Bogota. Et finalement, eh, on a notre collègue Ariana Ristimuño, qui est la directrice exécutive des politiques éducatives de la ministère, de l'Administration nationale de l'éducation publique de l'Uruguay, hein. Merci de nous rejoindre donc et de nous accompagner pour pouvoir discuter ces sujets que pour la région est clé, hein. On a une question pour chacun de vous. On vous demande aussi de rester sur les temps de 4 minutes pour votre réponse et pour pouvoir avancer. Alors, sans d'autres, la question donc c'est, alors, étant donné les besoins qu'on voit dans nos systèmes, dans chacun de nos systèmes éducatifs, que- alors quelles seraient, depuis les actions qui ont été entreprises, quelles seront les choses qui pourront changer les règles du jeu à l'heure d'améliorer, aborder ces apprentissages fondamentaux? Voilà. Parce qu'on sait que vous êtes en train de travailler sur des actions assez concrètes. On commence avec Paola. Elle va donc commencer, donc elle va entamer les choses. Alors, depuis le plan national d'alphabétisation, d'alphabétisation, alors, voilà. En premier, le secrétariat d'éducation a décidé de prioriser l'alphabétisation. Et voilà, et ça c'est ancré sur plusieurs axes. On veut une politique transversale dans tout le secrétariat. Donc, on est en train de travailler de manière articulée avec toute la direction des formations d'enseignants et la direction d'évaluation et avec les autres secrétariats pour pouvoir offrir donc des outils assez organiques, hein. Et on travaille aussi avec les 24 juridictions éducatives pour, pour avoir un engagement fédéral pour l'alphabétisation. Alors, c'est pour arriver à ce que les 24 juridictions se mettent d'accord, hein, pour cet engagement fédéral. Alors, cet engagement a invité à chaque juridiction à organiser et à élaborer un plan d'alphabétisation pour la région et qui est axé sur 3 objectifs. Le premier, c'est de garantir les contenus minimums d'apprentissage pour les enfants de 3e année du primaire et ensuite élaborer donc des stratégies spécifiques pour que ceux qui sont en 4e année donc, puissent comprendre ces contenus. Donc, il faut garantir ça avec une évaluation. Ce cadre a été, on a aussi ajouté six volets, hein, six axes. La formation donc d'enseignants avec les ressources éducatives, les suivis et l'évaluation, l'engagement avec une portée communautaire, l'alphabétisation des premières années et la transversalisation donc de cette alphabétisation. Alors, cette juridiction a développé donc certaines actions, hein. Alors, il y a l'engagement fédéral et ensuite, maintenant, il faut, on travaille sur un réseau fédéral d'alphabétisation pour que toutes les actions qu'on a organisées puissent être articulées avec ce que chaque juridiction est en train de proposer. Ce réseau fédéral d'alphabétisation euh, est en train de former 3 types d'équipes techniques, hein. On est en train de former en alphabétisation, en évaluation et en administration pour être, voilà, pour être le premier niveau, hein. Et ensuite,
partir, bien sûr, à former des superviseurs, des directifs. Et donc, ces réseaux nous permettent d'être un canal pour faire le suivi et accompagner les plans des juridictions, hein. Alors, les ressources et toutes les formations et les évaluations se font depuis ces réseaux. Alors, on voit la transversalisation donc, de cette politique, hein, et on voit que ça favorise donc, le fait d'approfondir donc, ces plans, hein. Donc, cette année, bien sûr, on s'est donné le travail d'apprendre, hein, de voir ce diagnostic réel et précis de la situation. Et je pense que ça, c'est les lignes les faits saillants, hein, de cette politique en Argentine. Merci, Paola. Très intéressant d'amener cette vision depuis cette vision fédérale, hein. Et là, bien sûr, on passe du système fédéral au système national et municipal. Alors, merci d'avoir partagé cette action, hein. Alors, on passe maintenant à Belize, au Belize, Yolanda. Dans votre cas, quels sont les faits saillants pour vous de ces actions que vous menez en ce moment pour avancer, hein, avec ces apprentissages de base? Allez-y. Alors, merci pour cette opportunité. Depuis le Belize, voilà, alors on voit les succès. Alors, il y a eu une proportion des enfants qui ont augmenté leurs études, qui ont fini leurs études. On voit un déclin, une diminution dans les systèmes éducatifs. Donc, c'était important pour nous de s'assurer que pour la période 2021-2025, c'est focaliser des domaines qui puissent qui- de voir comment on peut appuyer nos enseignants pour qu'il y ait du succès auprès des enfants et comment continuer de prioriser les autres secteurs. Alors, basé sur les programmes sur lesquels on a travaillé, la transformation de l'éducation, on a vu trois programmes qui pouvaient favoriser les plans d'études. Alors, Let's Catch Up, rattrapons-nous, hein, pour un programme d'alphabétisation. Alors, il y a une réforme éducative qui est axée sur apprendre euh, une nouvelle formation, une méthode qui nous permet de se rattraper, que les étudiants puissent se rattraper, hein. Donc, alors, voilà, on voit que le progrès est significatif une fois que c'est conçu et que c'est inséré. On voit bien sûr avec des écoles pilotes, hein. Alors, ce cadre national est très important. On doit reconnaître que les enfants peuvent apprendre rapidement, hein, mais le système est lent. Donc, c'est impératif que le ministère de l'Éducation continue d'être engagé, hein, avec ce système et améliorer le système, surtout avec les autres parties prenantes du système, parce Belize a un système assez particulier, c'est un État-église, hein. Donc, comme pays, on doit, on doit reconnaître que, que on joue un rôle important, hein, pour l'amélioration de l'éducation et on doit reconnaître quand c'est le moment de changer. Comme j'ai dit auparavant, les enfants, oui, ils apprennent rapidement, mais les systèmes sont lents. Donc, il faut continuer et les systèmes doivent continuer à bouger de manière parallèle. Voilà, il faut évaluer où la situation des enfants et comment on peut les appuyer. On doit rester engagé et on doit planifier ensemble pour être beaucoup plus préparé pour les étapes suivantes, hein. Alors, les succès ont été merveilleux. Ça nous a donné une opportunité et pour les enfants aussi de développer des compétences sociales et depuis depuis 5 ans, hein. Donc, on est content comme pays de ces résultats pour l'année 2024-2025 et on va fournir bien sûr beaucoup d'appui, hein,
à tous les parties prenantes autour du pays. Merci. Merci, Yolanda. Voilà, je retiens le fait que les étudiants peuvent apprendre rapidement, hein, mais c'est le système qui doit donc évoluer, hein, parce que les étudiants peuvent reprendre rapidement, hein. Donc, je retiens ça, hein. Et donc, nos systèmes éducatifs doivent être performants, hein. Merci donc d'avoir amené cette idée et cette vision, hein, du Belize. Alors, on passe au Chili. On va vers le Santiago de Chili. Et là, Santiago Contrucci est avec nous. Alors, le Chili n'a pas avancé avec les plans d'éducation, de réactivation éducative, justement avec les présidents de la République. Est-ce que pendant 4 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces plans et quelles sont ces actions les plus significatives que vous êtes en train de mettre en œuvre, hein? Merci on vous remercie de cet espace. Alors, Alors, vous savez, le Chili, c'est le pays où les étudiants ont été, sont restés les plus éloignés des salles de classe, hein, pendant plus longtemps que d'autres pays. Alors, la priorité pour le gouvernement, c'est d'aborder la réactivation éducative. Et donc, le président a convoqué au début de 2023 un conseil pour réactiver l'éducation, pour aborder donc ces défis de manière collective et transversale. Et pour nous, la réactivation éducative, ça a été plutôt une récupération et d'amélioration du système éducatif parce que c'est quelque chose que la pandémie a approfondi. Et donc, c'est une opportunité comme pour réimaginer hein, nos avenirs, hein, et un nouveau contrat social en matière d'éducation. Alors, on doit mentionner qu'on a un plan de réactivation éducative qui va réorienter tout, réformuler certaines choses au niveau éducatif. On a des objectifs assez clairs jusqu'à 2034 avec des indicateurs. Et donc, c'est une vue à long terme. Donc, il y a trois axes fondamentaux. Le premier, c'est la connivence et la santé mentale. Ensuite, le renforcement d'apprentissage. Et le troisième, c'est l'assistance et voilà, c'est l'assistance et la fréquentation des classes. Voilà, et ces documents se trouvent donc en ligne aussi si vous voulez si vous voulez les consulter, hein. Je voudrais aussi dire que c'est une feuille de route, hein, euh, pour les centres éducatifs du pays, qui ont leur propre cycle d'amélioration éducatif, hein, avec des actions clés. Alors, ça nous aide avec les renforcements des actions diagnostiques, du suivi, euh, la création, bien sûr, la fréquentation éducative hein, aux centres éducatifs et la diagnostic au niveau des lectures, la protection aussi des systèmes. On est en train de, bien sûr, de travailler sur la santé mentale, qui est très importante. Et donc, on est en train d'impliquer les ministères de la Santé et les ministères du Développement social, hein, pour aborder les défis. On est en train aussi de former les enseignements avec, en matière d'apprentissage du plan d'études. Il faut, une, il faut travailler sur la partie hétérogène du système et l'absentéisme scolaire aussi, hein. Et surtout en ce qui concerne la trajectoire ou les parcours éducatifs interrompus hein, pendant la pandémie. Alors, on a des alliances publico-privées hein, qui nous aident avec des éléments basés sur l'évidence hein, à améliorer pour pouvoir réorienter les systèmes éducatifs pour pouvoir donc ensuite euh, arriver à ces objectifs. Alors, en synthèse, la réactivation éducative, c'est pas que de la récupération, il faut transformer les systèmes éducatifs également et pour le bien-être de tous, hein, et voir les parcours éducatifs. Et on doit aborder tous aussi, hein,
avec des objectifs clairs, hein, de manière intersectorielle, avec un engagement aussi de la société civile, hein. Et pour la durabilité, il faut l'appropriation, hein. Il faut que les gens s'approprient le système, hein. Et donc, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Et finalement, et quelque chose d'urgent pour nous, c'est cette récupération et cette transformation du système éducatif. Merci. Santiago, merci. C'est très intéressant, hein. C'est connecter donc cette récupération à la réactivation et à la transformation. C'est très important de souligner ça, hein, pour transformer donc le système complètement et par région et aussi au niveau national. Alors, alors de passer, alors on va retransmettre aussi ça par YouTube. Et alors, comme on est en train d'enregistrer ça, on va rééditer les vidéos et on va republier tout ceci sur les réseaux, hein. Comme ça, vous pourrez voir l'intégralité donc, de cette discussion, hein. C'est seulement pour vous dire, hein, et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, hein. Merci. Merci Italo pour cet signalement. Alors, on continue ce parcours sur l'Amérique latine et la Caraïbe. On va aller vers la capitale colombienne. On a Sili Catalina depuis le Bogota, Seidi, qui va nous parler de son expérience dans en matière de transformation éducative, hein, et les actions entreprises pour améliorer les apprentissages fondamentaux. Alors, dis-nous comment vous faites depuis cette vision municipale, comment vous travaillez avec, avec l'apprentissage fondamental. Voilà, on est très content de faire partie donc de cette panel. Alors, le secrétariat d'éducation du district a un engagement et il est dans un cadre d'éducation pour améliorer les apprentissages et renforcer les parcours éducatifs. Depuis, bien sûr, l'école primaire, avec une éducation de type inclusive et de qualité. Alors, on a, on a mis en place les plans de renforcement de l'écriture pour que tous les enfants de Bogota puissent lire et écrire depuis la première année du primaire et renforcer donc les processus de lecture et écriture en deuxième et troisième année du primaire. Alors, on a des schémas, bien sûr, qui ont été mis en œuvre et dans certains collèges, avec des épreuves aussi qui ont été menées. Et depuis le secrétariat de l'éducation à Bogota, on a bien sûr vu différents résultats, hein, avec la couverture du plan de renforcement et de lecture et écriture dans 230 institutions éducatives qui ont atteint à peu près 103 000 garçons et filles, hein, du secteur public du Bogota. Donc, on focalisait sur les résultats de ces épreuves, hein, et donc avec les buts que les étudiants atteignent un niveau de lecture critique, hein, et essentiel. Alors, il y a trois axes importants. Alors, le leadership pédagogique, l'accompagnement pédagogique et des enseignants et l'évaluation. Alors, très important, c'est la conception et l'orientation des plans d'études pour deuxième et troisième année du primaire, avec des conversations qui portent sur l'harmonisation du plan d'études, hein. On a eu déjà plus de 600 réunions avec plus de 500 directeurs et enseignants pour voir les pratiques de leadership au niveau au niveau des écoles. Un défi qu'on voit souvent, hein, ou qui revient souvent, hein, c'est que les institutions ont des approches différentes, hein, et elles doivent être toutes holistiques, hein. Donc, il faut l'accompagnement permanent des enseignants, puisque les institutions ont des programmes différents ou des styles différents. Et donc, on est en train de faire une formation située et qui est spécifique avec un accompagnement en ce qui concerne la planification et avec beaucoup de rétroalimentation pédagogique. Ça nous permet de prendre des actions
au niveau des plans d'études qui soient opportunes, des actions opportunes, hein, basées sur l'évidence scientifique. Et donc, jusqu'à maintenant, on a eu plus de 3000 visites d'accompagnement pour pour la première année du primaire pour développer donc ces interventions, hein, et ces pratiques. Plus de 500 000 enseignants ont été favorisés par ces scénarios, des formations non situées avec des ateliers et aussi fortement, bien sûr, axés sur la famille, hein, et la communauté. Jusqu'à maintenant, on a plus de 138 000 matériels qui ont été donc, distribués entre première et deuxième, troisième année du primaire, hein, et plus de 100 000 ressources pour enseignants, hein, dans plus de 200 institutions, et donc avec beaucoup d'accompagnement pédagogique et pour s'assurer que les enfants soient accompagnés eux aussi et qu'on puisse arriver à cette alphabétisation. Donc, ce programme va de première à troisième année du primaire, mais on voudrait l'élargir, hein, pour avoir des matériels pour tous les niveaux, jusqu'à cinquième ou sixième, hein, et que les matériels soient diversifiés avec des matériels technologiques et concrets, hein. Alors, finalement, ces plans de renforcement a passé par des processus assez significatifs en matière d'amélioration technique, hein, des professionnels, hein. Et donc, en partant d'une ligne fiable de base et avec des actions pédagogiques concrètes. Et on veut donc que ce soit un outil technologique qui puisse faciliter les évaluations et la systématisation des données, hein. Et donc, et aussi pour pouvoir former les enseignants de manière correcte et que ça puisse s'utiliser de manière transversale. Merci. Merci, Seidi. Je pense que, voilà, je pense qu'on est resté dans les temps, mais on te remercie beaucoup. On pourra partager plus après, hein, sur ces initiatives, rentrer dans les détails, parler de cette partie communautaire et familiale avec les familles, hein. C'est très important. Donc, merci. Alors, on continue ce débat et on continue. Alors, on demande à Adriana donc de nous rejoindre, hein, de nous joindre, de se joindre à nous. Voilà, pardon, on m'avait bloqué la caméra, hein, excusez-moi, hein, mais voilà, je pense que ça, je ne sais pas si je peux activer, voilà, je peux activer ma caméra. Pardon, Adriana, voilà, parce il y a quelques problèmes techniques, hein. Non, mais j'allais rester là, ça, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, merci Adriana, c'est un plaisir, hein, et en Uruguay, et bien sûr, Adriana Aristimuño qui est avec nous. Et on comprend que l'Uruguay, vous êtes en train de mettre en œuvre plusieurs actions, hein, et les plans avancent euh, jusqu'à Avanza 2024, hein, Progrès 2024, ça s'appelle Avanza 2024. Est-ce que tu peux parler sur ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire quelles sont les priorités pour cet engagement à agir? Alors, merci. Voilà, voilà, voilà. On est encadré, voilà, on est dans ces processus assez grands de transformation du plan d'études, mais je voulais aussi parler et souligner, et plutôt cette crise d'apprentissage. Et là, il y a quatre lignes très importantes qui vont depuis l'évaluation des apprentissages, les accompagnements du plan Avanza, avec, par exemple, les systèmes de protection des trajectoires ou des parcours, hein, avec des participants. Et on est en train de combattre aussi les inégalités, et surtout dans des contextes plus démunis, hein, surtout parce qu'il y a l'abandon scolaire et les décrochages scolaires pour éliminer ça. Et ensuite, je voulais aussi souligner un plan, un plan de lecture au niveau du primaire. Alors en matière d'évaluation, on travaille sur l'évaluation formative, hein,
on avait mis beaucoup d'accent sur la mathématique, les mathématiques et les langues, mais on voit que, bien sûr, surtout les primaires, on a des résultats. On voit que 6 étudiants arrivent au niveau des compétences de lecture, 6 sur 10, hein. Mais en mathématiques, on a seulement 4 sur 10, hein, à peu près 44%. Donc, on a des problèmes importants en matière de mathématiques. Et donc, là, on fait l'évaluation l'évaluation formative qui est permanente, hein, auprès donc, des enseignants. Et donc, cette rétroalimentation va nous permettre de savoir la condition des enseignants. Et ça, bien sûr, a un impact sur les planifications et les pratiques. Alors, l'évaluation formative est très importante. Ça fait partie donc du plan, hein, avec une enquête et un module introductoire pour pouvoir ensuite ajuster, bien sûr, les compétences. Donc, c'est seulement un aperçu, hein. Ensuite, les plans avancent, hein. On a bien sûr augmenté les mentorats et les formations au niveau des collèges, hein. On a un programme de parcours protégés pour les écoles les plus démunies, hein, ou pour les quintiles 1 et 2. On a des parcours protégés et on a des plans d'amélioration d'apprentissage, hein, dans des contextes plus démunis aussi, hein. Et on a une stratégie pour améliorer l'inventaire, hein, pour pouvoir faire le suivi des compétences des enfants. Par exemple, la motricité, les développements corporels des enfants et les développements psychologiques et, et, et l'acquisition des premiers codes, hein. Et avec et là, on est en train de voir beaucoup plus d'acteurs au niveau du système éducatif, hein. Alors, pour les primaires les niveaux les plus supérieurs du primaire, on est en train de, bien sûr, de voir un programme d'alimentation et des services aussi pour les enseignants pour pouvoir prendre en charge certaines réalités, hein. Parce qu'on a des ateliers et beaucoup de travail avec les communautés, les familles, hein. Et donc, on commence à voir des bons résultats euh, auprès des communautés. Et alors, et pour, et pour finir, les plans de lecture, on aura une mise en œuvre, une implémentation pilote, hein, ou un plan pilote pour le deuxième semestre donc, de cette année. On les voit dans certaines régions, hein, et on prend modèle, par exemple, par rapport à l'Argentine, hein, qui viennent d'inaugurer, bien sûr, un plan national d'alphabétisation. Donc, voilà, merci. Merci, Adriana. On ne peut pas, voilà, tous parler ensemble, mais merci, hein, voilà, de pouvoir continuer ce travail que vous faites, hein. Alors, je vais redonner la parole à Italo. Voilà, vas-y, Italo. Et merci à tous les collègues et de ce panel. Je pense on voulait faire beaucoup plus de questions, hein, poser beaucoup plus de questions, mais voilà, on aura l'opportunité par la suite, hein. Merci, Ivan. Merci, Paula Campos d'Argentine, Yolanda Gongoria du Belize, Santiago Contrucci du Chile, Heidi Cataline de Bogotá et Ariana de l'Uruguay. Voilà, je sais voilà, on va partir à la troisième ronde de présentation. Voilà, voilà, on continue avec la transmission YouTube. On est en train d'enregistrer toutes les interventions pour faire l'édition des vidéos.
et ensuite pouvoir les partager dans les 4 langues. Alors, pour continuer, pour la partie numéro 3, je fais appel à ma collègue de la CEPAL qui va nous parler, Daniela, donc Toluco, qui va nous parler voilà, qui va faire l'animation des gouvernements qui viennent. Merci, Italo. Merci. Bon après-midi. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et merci pour le leadership de l'UNICEF et avec toutes les agences multilatérales qui travaillent ensemble et sur ces sujets et avec l'engagement de la région pour avancer dans cette crise d'apprentissage. Voilà, on aura des intervenants de la Colombie, Venezuela, Honduras et Mexique, hein, et on vous demande en 4 minutes de répondre à la question suivante. Que pensez-vous que votre gouvernement devrait faire pour atteindre beaucoup plus d'enfants en situation et adolescents en situation de vulnérabilité? Alors, on va passer à Oscar Sanchez Jaramillo, vice, alors, voilà, ministre donc, d'éducation préscolaire des bases de Colombie. Voilà, je suis en représentation du ministre, je suis la vice-ministre, c'est la ministre assistante. Voilà, et le ministre n'a pas pu être là parce qu'il a d'autres engagements, mais voilà, je suis là en qualité de consultante du ministère d'Éducation nationale de la Colombie, hein. Et donc, je vais parler un petit peu sur ce qu'on fait, hein, et, et, les choses sur lesquelles on est en train de parier pour pouvoir, de manière efficace, répondre aux territoires qui sont les plus vulnérables. On sait que, par exemple, les conditions géographiques et la pandémie ont eu un effet assez important pour approfondir les lacunes en matière d'apprentissage pour les enfants. Alors, depuis le gouvernement, et la réponse nationale, on, on, on est en train d'avoir une stratégie pour pouvoir améliorer la pédagogie du point de vue populaire, hein, avec le leadership des enseignants dans les territoires. Et donc, il y a 2 piliers fondamentaux ici. Le premier est axé sur la formation des enseignants, qui est fondamentale pour renforcer les connaissances, mais aussi pour connaître les expériences des enseignants dans les territoires, qui va nous permettre donc d'avoir un but ambitieux. C'est d'avoir, parce qu'on est en train de travailler sur 20 000 places pour que les enseignants puissent accéder à ces processus de connaissances et d'amélioration des connaissances. Et voilà, c'est accompagné aussi on est en train de focaliser 5 000 établissements éducatifs de la région pour cet accompagnement d'enseignants à travers un programme qui, se, qui est un programme de mentorat en matière d'apprentissage et de formation intégrale, hein, et avec une expérience de 10 ans, hein, dans ces processus d'apprentissage, et axé sur, bien sûr, les langages, les mathématiques et les habilités ou les compétences émotionnelles. Et donc, on a commencé depuis un moment, maintenant, depuis 10 ans, mais cet accompagnement est pour les enseignants dans les territoires avec 4 stratégies assez spécifiques, hein. La première stratégie, donc, c'est la résignification, la réformulation du temps scolaire, hein. Le temps qu'on passe à l'école, c'est précieux, hein, pour travailler sur les apprentissages des enfants. Et donc, on inclut des stratégies pour nous permettre par exemple, de voir les centres d'intérêt et travailler de manière articulée avec d'autres secteurs du gouvernement pour renforcer les autres dimensions d'apprentissage, hein. Par exemple, les dimensions des lettres. Et ça nous permet, à nous,
de continuer de renforcer les processus d'apprentissage. Je voudrais là mentionner rapidement Léo la vida, je lis la vie, hein. C'est une stratégie qui cherche à travers des processus pédagogiques, rapprocher les enfants à la lecture, hein, avec des matériels éducatifs et aussi avec les enseignants, hein. On a à peu près plus de 2000 établissements éducatifs, hein, qui ont reçu cette offre éducative pour renforcer l'éducation. Et on a l'éducation Crece, et l'éducation Crece est associée à des processus de renforcement pour la, voilà, pour la coexistence dans les écoles. C'est très important d'avoir ça parce que la coexistence, et c'est axé sur les changements climatiques, sur les égalités, et voilà, dans les territoires. Et finalement, on a aussi un autre type de renforcement qui est associé à l'accompagnement, hein, des enseignants, qui s'est fait à travers des stagiaires universitaires, hein. À peu près 1000, plus de 1300 stagiaires universitaires qui accompagnent donc les écoles rurales. Et donc ces jeunes accompagnent donc euh, dans la récupération et la reprise des apprentissages. Là, ils sont en train de travailler spécifiquement sur ça, la reprise des apprentissages, avec deux piliers fondamentaux. Euh, Parce qu'on pense que c'est la meilleure manière d'arriver et d'atteindre beaucoup plus de territoires. Merci. Merci Sandra et pardon je t'ai pas présentée. Alors, Sandra Viviana Olaya, et avec ses commentaires essentiels, hein, de travailler avec les enseignants et dans les différents territoires qui sont beaucoup plus démunis avec ces initiatives. Alors, 4 minutes maintenant pour Madame Dominguez, directrice générale du plan d'évaluation d'Honduras. Vas-y, Alana. Alors, et voilà, et quand tu passes les 4 minutes, je vais voilà, sonner l'alarme. Merci, bonjour. Alors, dans le cas de l'Honduras, c'est pas vraiment éloigné de la réalité qu'on voit dans le reste de l'Amérique latine. Mais dans le cas de l'Honduras, on a, on a, on a, on a besoin de, bien sûr, de franchir, hein, tous ces étapes et ces programmes qui ont été développés. Et récemment, on faisait une évaluation, hein, des interventions dans nos zones, hein, et, et c'est important de reprendre tout ce qui est important en ce qui concerne les programmes. Par exemple, avec les passeports d'apprentissage, hein, c'est un programme, on part d'une priorisation du plan d'études, hein, avec des politiques, avec une route qui va vers la transformation des composants enseignants, hein, avec là, il est nécessaire donc de développer des méthodologies et des compétences et, et travailler dans ces plans de reprise nationale d'apprentissage avec les enseignants et la coordination. Et comme secrétariat d'État, on doit reconnaître qu'on doit s'articuler avec d'autres institutions de l'État. Par exemple, on a le plan 365 à l'Honduras qui est axé sur le fait de lire correctement et avoir une logique mathématique. Et donc, c'est très important de s'articuler avec les gouvernements locaux, avec des associations et avec des municipalités. Comment avoir des impacts sur la partie créative? Pourquoi, comment la trajectoire entre des enfants jusqu'au centre éducatif puisse se faire de manière résiliente, hein, avec des mentorats, des formations en mathématiques, en langue, et ne pas laisser de côté les composants socio-émotionnels, hein. Donc, on a développé des ateliers clés pour pouvoir définir cette route de transformation éducative pour pouvoir reprendre, faire la reprise de cet apprentissage. Donc, on a priorisé les mathématiques et l'espagnol,
Mais aussi, il y a un développement de composants de développement professionnel hein, pour les enseignants. Hein. On a vu aussi que cette articulation doit, doit se faire de manière flexible par rapport au contexte. Par exemple, dans les zones rurales, il faut avoir un diagnostic situé qui va nous permettre d'établir des plans d'amélioration et ensuite l'accompagner avec des stratégies de transformation des apprentissages et, et voir les choses qui sont logées sur la plateforme de l'Honduras. Là, on travaille sur le passeport d'apprentissage qui permet aux enfants d'avoir donc tous ces outils, hein, tous ces éléments. Alors, cet accompagnement est important, les mentorats, les formations. On doit reconnaître que les enseignants ont besoin des méthodologies beaucoup plus claires hein, pour avoir des résultats différents. Donc, on a besoin de cet accompagnement des enseignants avec la rétroalimentation aussi. Hein. Alors, c'est très nécessaire donc de transversaliser les choses, tout ce qui a à voir avec la transformation numérique. Hein. Il faut établir des composants euh, qui partent d'une priorisation du plan d'études, qui partent aussi de reprendre ces mentorats hein, pour pouvoir niveler et remédier les choses et participer au processus de coordination. Hein. Dans ces plans d'éducation, les plans établis avec qui on doit interagir hein, dans le pays pour pouvoir ensuite mettre à jour les plans d'études. Alors, le plan national d'éducation ou de reprise d'apprentissage, on est en train de le mettre en œuvre au niveau du primaire, mais, mais on le voit aussi au niveau du collège. Donc, on est en train de l'élargir. Alors, on doit reconnaître que l'Honduras a besoin des stratégies administratives, techniques et financières. Voilà, je vous interromps. Voilà. Alors, de notre part, on est dans la route de la transformation éducative et on pourra partager donc beaucoup plus avec vous, voilà, quand on aura les plans de récupération. Merci. Merci, Alana. C'est génial de voir comment vous avez souligné l'importance de l'appui hein, aux enseignants et c'est dans le contexte et cette vision du contexte territorial, comprendre la priorisation donc du plan et des apprentissages fondationnels. Pardon, comment vous avez travaillé sur les compétences émotionnelles. Voilà, on passe la parole et 4 minutes donc pour Esmeralda Barquera, directrice générale d'éducation fondamentale du secrétariat d'éducation de Guanajuato, Mexique. Merci à tout le monde. Voilà, dans le cas de Guanajuato, depuis 2022, on a établi, voilà, on a répondu à l'appel de l'UNESCO pour faire un contrat social, un nouveau contrat social ou un pacte social pour l'éducation. Et dans ce pacte social de l'éducation, on a un outil assez important pour nous, hein, pour pouvoir évaluer les actions nécessaires pour reprendre les apprentissages. Et c'est un test hein, qui s'appelle RIMA. C'est un test standardisé qui nous permet de découvrir certaines choses, plusieurs choses. Parce qu'on avait déjà une preuve hein, pour mesurer, une application hein, pour mesurer les niveaux de perte d'apprentissage voilà, avec la pandémie et d'autres situations, et découvrir d'autres choses qu'on a trouvées, des résultats en matière de cette perte hein, d'apprentissage. Surtout quand on voit des résultats plus bas hein, d'apprentissage en mathématiques, en espagnol. Alors, on les voit surtout dans les groupes de vulnérabilité et dans les contextes les plus marginalisés aussi. Mais avec l'appui de la Banque mondiale, on a approfondi les choses, des analyses beaucoup plus approfondies. La, la,
la lacune la plus approfondie, hein, ça s'est vu à l'intérieur du pays. Et donc, à l'intérieur du groupe, il y avait beaucoup de diversité, hein, avec des divergences. Et voilà. Donc, l'enseignant était confronté à une situation où il y avait différents niveaux d'apprentissage, hein, et donc différentes lacunes. Et alors, en regardant les écarts, hein, pour pouvoir niveler les choses et équilibrer les choses, il fallait en premier prioriser les apprentissages fondamentaux pour réduire les écarts. Donc, on a fait appel à différents alliés, hein. Notre secrétaire, par exemple, a accepté l'invitation de Natura et UNESCO pour nous unir aux États qui menaient une politique d'apprentissage différente avec, en soulignant l'alphabétisation initiale du primaire, hein. On a deux cycles et on a reconnu plusieurs choses, hein. On- la récupération se faisait à partir des quatrième années du primaire. Mais maintenant, les enseignants nous ont bien sûr souligné, et quand ils ont fait leur diagnostic, hein, que, voilà, que ça doit changer et en, en appliquant d'autres instruments. Ça nous permet d'avoir une fluidité différente, hein, une boussole complètement différente, hein, avec d'autres données. Et il fallait que les enfants arrivant à troisième année du primaire aient déjà acquis ces compétences, pas en quatrième, hein. Et donc, ça ouvre donc cette fenêtre à d'autres connaissances, bien sûr, hein. Et donc, c'est très important comme institution, essayer que cette population qui est confrontée à beaucoup plus de désavantages pour acquérir ces connaissances, essayer de niveler les conditions et de rééquilibrer les choses. Donc, cette information et ces données nous ont permis d'avoir ce pouvoir de décision et pour pouvoir focaliser les appuis et l'attention. Quelque chose qu'on aime voir dans cette proposition et qui nous permet d'avancer, c'est que c'est une proposition qui est intégrale, qui, qui doit être formulée sur différents composants et qui est la théorie des changements doit être systémique, hein. Parfois, on a des bonnes théories des changements, mais dans la mise en œuvre, il y a bien sûr, il y a des écarts, il y a des problèmes, hein. Donc, il faut travailler sur une bonne proposition pédagogique qui puisse résoudre les doutes et qui est accompagnée par des évidences, bien sûr. Et aussi l'accompagnement, pas seulement la formation des enseignants qui est déjà compliquée, surtout pour les contextes vulnérables, mais aussi l'accompagnement, aussi les figures qui vont motiver, qui vont animer, qui vont aussi former la reconnaissance des enseignants et aussi l'engagement politique, hein, pour avoir des meilleurs budgets. Merci. Merci Esmeralda. Voilà, je souligne l'importance de prendre ce type de décision et de concevoir des stratégies basées sur l'évidence. Je crois que c'est important d'avoir cette base des données probantes, hein, parce que justement, ça nous permet d'avoir une vision des inégalités et surtout au niveau des classes, hein, des cours, hein, et concevoir ces stratégies justement en pensant à cette inégalité et que l'exercice soit le même pour tout le monde, hein. Alors, on continue, on continue avec le dernier participant, Hermes Flores, directeur général d'éducation primaire du Venezuela. Voilà, vous avez 4 minutes. Merci Hermès, hein. Voilà, allez-y. Parfait. Voilà. Alors, salutations. On vous salue, hein, depuis la ministre Santaella. Voilà, vous salue depuis le Venezuela. Alors, on est en train de célébrer et vraiment, on remercie cet espace d'échange parce que cet engagement est de tous, hein. Donc, je commence par faire une précision. Aucune proposition éducative ou initiative de cette nature
née dans l'abstrait, hein, ou par hasard. Elle se dégage vraiment du système de société où elle est construite. Donc, au Venezuela, notre projet de pays, c'est celui qui est vraiment dans la constitution de la République du Venezuela, dans son caractère humaniste, social, inclusif, et multiethnique et multiculturel. Voilà. Pour nous, donc, c'est très important de parler des systèmes éducatifs bolivariens. Pour nous, ça a du sens. L'égalité, l'inclusion et la justice sociale sont très importants pour nous, hein. Et ce n'est pas un programme, hein. Et, ça répond pas à la conjoncture, à la circonstance. C'est un mandat constitutionnel pour nous. Notre constitution est en train de concevoir donc l'éducation comme un droit humain, comme un droit fondamental. Et je commence par faire cette signalisation, de signaler ceci, parce que ce qu'on présente aujourd'hui, ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas un hasard. Ça a à voir avec ce qui se passe dans nos pays, dans notre contexte et dans ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, l'éducation est au centre du débat mondial, hein, surtout après la pandémie. L'UNESCO nous dit, par exemple, qu'après cette fermeture massive d'écoles, plus de 1200 millions d'étudiants sont restés sans cours présentiels, hein, desquels 160 millions viennent de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, c'est terrible parce que de cette quantité, 3,1 millions ne sont pas retournés à l'école. Donc, il y a ce décrochage. Donc, c'est le premier défi pour nous. Il faut les chercher là où ils sont, hein, et les réincorporer au système régulier d'éducation. Aussi, par ailleurs, ceux qui sont revenus dans leur contexte d'apprentissage ont des difficultés dans des zones et des domaines comme la lecture, la mathématique et la lecture et l'écriture, hein. Et là, on a un défi supplémentaire, hein. Donc voilà pourquoi on est là. C'est ici qu'on commence à voir ces plans de renforcement des apprentissages qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est important aussi souligner que dans le cas du Venezuela, l'impact de la pandémie s'est s'est produit dans un contexte de crise euh, par des mesures coercitives unilatérales, que ce soit des blocus comme, qui faisaient partie d'une guerre non conventionnelle, hein, et favorisée par les États-Unis et leurs alliés. Cependant, on a toujours eu, on a toujours eu des engagements, hein, de la part du gouvernement, hein, des efforts pour que les gouvernements garantissent les droits à l'éducation des enfants et les droits à l'éducation de qualité, hein. Et nous voulons, par exemple, rappeler les plans chaque famille, une école, hein. Cada familia una escuela, avec une initiative de l'école primaire, hein, et qui a garanti, bien sûr, des activités éducatives et avec des innovations socio-éducatives aussi, hein. Mais voilà, dans ces contextes, c'est là qu'apparaît donc ces plans pour le renforcement des apprentissages, qui est une expérience pédagogique conçue pour améliorer les compétences et des enfants dans l'éducation primaire, surtout en ce qui concerne les langues, les mathématiques, les sciences naturelles et la prise en charge socio-émotionnelle. Voilà. Je vous en... Merci, je vous interrompre. Voilà. Voilà en synthèse, hein, on a donc formé, on a ces plans du territoire national, on a conformé ces plans du territoire national, mais on a 30% d'impact, hein, d'avoir un impact sur la population des zones rurales et autochtones, hein. Voilà, ça c'est un des défis, hein. Alors, il faut consolider la transformation du plan d'études qui est déjà en route, la stratégie donc de la formation des enseignants articulée avec l'université et une route stratégique de rapprochement, hein, pour construire des guides et des guides manuels, hein, conceptualisés, des nouvelles stratégies aussi nécessaires pour produire des matériels, hein,
et inclure cette route stratégique pour l'accompagnement. Et on a besoin aussi de la plateforme éducative Educate. Voilà, merci Hermès. Merci pour cette opportunité. Alors, je remercie à tous les participants de ce panel. Je pense que c'était un échange d'expériences très riche, d'expériences pour renforcer la priorisation et l'analyse des plans, une vision des politiques stables à long terme. Et je passe la parole à Italo et à Tania pour qu'ils puissent continuer avec l'animation du webinaire. Merci Daniela. Merci pour avoir animé cette partie hein, avec les intervenants. Merci à la Colombie. Merci à l'Honduras. Merci au Guanajuato, en Colombie, à Mexique, pardon. Et merci à tous les collègues. On vous remercie vraiment. Hein. Et merci à tous les partenaires qui sont ici avec nous aujourd'hui. Hein. Voilà. Maintenant, euh, on va parler donc des actions initiales des gouvernements qui avancent dans et qui font face à la crise des apprentissages. Alors, depuis la coopération internationale, on voudrait partager avec vous certaines actions. J'invite ma collègue Tania Vega qui va donc faire l'animation dans ce panel-là. Tania, tu as la parole. Merci Italo et merci à tout le monde. Un plaisir d'être ici et de connaître tout le travail que vous faites à fond avec les gouvernements hein, pour avancer avec ces apprentissages fondamentaux. Alors, on commence les questions. Alors, là, maintenant, vous pourrez poser vos questions. On va, alors, on commence avec les partenaires. Alors, on a les collègues de USA, Banque mondiale, UNESCO, qui vont poser des questions, hein, et c'est pas aussi, hein. Voilà, vous pouvez répondre à la question en 2 minutes. Comme vous savez, la crise d'apprentissage en Amérique latine et les Caraïbes, c'est une crise prolongée qui a été aggravée par la fermeture d'écoles pendant la pandémie. Depuis votre point de vue, quelle serait la principale contribution de votre organisation pour aider les gouvernements à améliorer les résultats d'apprentissage dans la région? 2 minutes. Hein. On commence avec notre collègue Michael Lisma de USAID. Merci, Michael. Vas-y. Hein. Alors, voilà, USAID voilà, voilà, propose bien sûr des assistances éducatives, hein, mais on les fait toujours en coordination avec les gouvernements hein, de chaque pays. Donc, c'est clé de travailler avec les ministères et les municipalités, mais il faut être bon, engagé dès le départ hein, pour comprendre comment promouvoir hein, et favoriser leurs priorités leur aider avec leurs projets, avec des fonds. Hein. Et alors, en ce qui concerne la- l'importance des apprentissages fondamentaux, on pense que les investissements, pardon, dans ces domaines peuvent générer des grands dividendes. Donc, on prend en compte 2025 pour aider à lancer un forum hein, et appuyer l'éducation et investir plus de 200 millions de dollars en 5 ans hein, et réunir des efforts aussi hein, pour appuyer les enseignants, pour financer des groupes qui s'occupent de l'éducation fondamentale et aussi aider à piloter des innovations euh, et des efforts à succès. Hein. Donc, on vous invite à penser à renforcer cet investissement financier et cet appui. Hein. Et donc, on va parler de ces fonds dans les mois qui viennent. Hein. Merci, Michael. Voilà, je reste avec ces idées de nous encourager à travailler, de continuer à travailler ensemble. Hein.
et aussi faire beaucoup plus et organiser beaucoup plus d'efforts et initiatives avec celui-ci. Vous avez respecté le temps, alors Barbara Hanish, maintenant, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci Tania, merci Italo et à tout le monde pour nous avoir organisé. Alors, International Creation Founders Group est une organisation philanthropique privée qui investit dans l'éducation. On offre des subventions. Voilà. Donc, alors, les principales contributions de notre groupe sont axées sur trois domaines. C'est représenter la philanthropie dans les débats éducatifs mondiaux, hein, pour que les organisations puissent partager leur point de vue. On appuie bien sûr les canaux formels, hein. Par exemple, nous servons comme point focal pour appuyer bien sûr la constitution des fondations privées, hein. Et aussi, on appuie les comités de philanthropie et les comités directifs de l'UNESCO. On travaille de près de manière étroite, hein, avec des acteurs philanthropiques, hein. On favorise l'échange d'informations et on aide aussi, on les aide à s'aligner avec les activités philanthropiques, hein. On concentre nos efforts dans des pays où on a investi. On a des chapitres au Kenya, au Pakistan, à Sierra Leone et en Amérique latine. On est en train d'évaluer donc notre participation dans des chapitres régionaux. On est en train aussi d'amplifier les efforts de nos membres qui ont ces défis éducatifs, hein, pour renforcer l'éducation des bases, les technologies, la nutrition et l'éducation en général. On est en train aussi de faire la cartographie d'efforts, hein, visuels, hein, pour que, pour que les organisations puissent partager les efforts qu'ils font et les défis qu'ils confrontent pour pouvoir répliquer certaines activités. Alors, on essaye de représenter, aligner et amplifier les efforts. Merci. Merci, Barbara. Voilà. Voilà, vous avez mentionné quelques initiatives régionales, hein, qu'on peut continuer à travailler ensemble. Alors, Madame Marinelli de la Banque mondiale. Merci, Tania. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors, merci à UNICEF, hein, pour cet effort, hein. Je pense qu'une des choses qu'on a mentionnées, hein, et on a pris beaucoup de la pandémie, hein, et on a appris à partager des ressources et des informations, des données, surtout avec tout le travail qu'on fait autour des différents pays. Et il y a des problèmes en commun qu'on a. On a deux ou trois langues, hein, mais on peut partager les ressources, hein, parce que les problèmes sont axés sur les mêmes choses à peu près, hein, dans la région, hein. Donc, ces initiatives, je fais un appel, hein, pour qu'on continue à partager nos programmes, et, comme on a mentionné à Bogota, hein, et un programme qu'on utilise à Panama, au Venezuela, ou qui s'utilise en différentes versions du programme, dans différents pays, hein, pour l'enseignement de la lecture et pour remédier à certaines choses, hein, et certains éléments. Oh, quelque chose qui m'a frappé aussi, hein, qu'on a fait comme des pays dans l'Équateur ou le Brésil, hein, et avec leur secrétariat de l'éducation, c'est l'un- la- la- l'axe, voilà, axé sur l'évaluation formative. Parce que pour que les enfants échouent moins à l'école, passer ne pas attendre que les enfants aient échoué, hein, mais et pour éviter les redoublements. C'est c'est des modèles d'intervention euh, qui sont en place au Brésil. Au fur et à mesure et au long de l'année scolaire, on fait des interventions et de cette manière, on essaye de traiter ses cours ou appuyer l'enfant au long de l'année pour éviter les redoublements, pour éviter qu'ils aient échoué. Et surtout quand on a 6 7 ans, c'est difficile. Et alors,
J'ai une annonce aussi de quelque chose qu'on est en train d'appuyer de manière régionale. C'est une académie hein, qu'on est en train d'alphabétisation. C'est une campagne qu'on a conçue avec la Banque mondiale. Avec, là, on pourra donc adapter des situations et des éléments avec d'autres pays, hein, basés sur les évidences et la science de la lecture. Alors, je vous invite bien sûr à vous joindre à nous hein, dans ce programme et merci beaucoup. Hein. Merci Horacio, rapidement, parce que je sais qu'on est un peu en retard. Voilà, mais voilà, notre collègue de l'UNESCO, Monsieur Mendes. Voilà, rapidement, je vais parler d'une action concrète de l'UNESCO. Là, là, je voudrais souligner celle-ci. Hein. C'est Exe Escuela. Exe-école. Voilà. Dans ce panel, on a parlé de ces preuves summatives, hein, mais on a besoin des instruments formatifs, des formations. Hein. Voilà la solution qu'on offre. Hein. On est en train de développer ça pour les enseignants. L'objectif, c'est d'avoir une preuve hein, qui puisse être utilisée dans la salle de classe, hein, la salle de cours, et aider à connaître l'état ou les niveaux d'apprentissage de chaque étudiant dans la salle de classe. Et à cette fin, on a créé ex-escuela ou ex-école avec la méthodologie traditionnelle. Et c'est un produit latino-américain qui a 30 ans d'existence à peu près. Hein. Et là, on fait une évaluation diagnostique d'utilisation interne de l'institution scolaire en matière de mathématiques et lecture pour les enfants de troisième année du primaire. Là, donc, on va développer des questionnaires, des enquêtes, des questionnaires, et on va l'appliquer à certains pays et introduire donc ces questionnaires pour évaluer les bien-être émotionnels et socio-émotionnels. Et donc, cet outil va donc offrir des informations spécifiques pour que les enseignants puissent avoir des résultats par étudiant, par groupe d'étudiants, par type de questions et par niveau de compétences. Hein. Alors, ces composants proposent d'élaborer donc des questions et des croissants niveaux de complexité, hein, des niveaux de complexité croissants, pour cartographier et voir vraiment, analyser les niveaux de compétences de chaque étudiant. Et là, on a déjà entendu parler de certaines expériences ici hein, avec les panels. Alors, c'est un outil. Je invite les partenaires ici à connaître, parlez-en avec nous, parce que c'est un outil qui appuie l'évaluation formative et on va publier prochainement, on aura une publication sur la- euh, un apport sur l'enseignement en lecture et en mathématiques. Alors, je laisse la porte ouverte. Hein. Venez connaître l'outil. Et on vous attend hein, pour pouvoir discuter et pouvoir amener cette action concrète hein, en matière donc d'apprentissage. Merci. Merci, Valtensir, merci. Hein. On va, dans les prochaines étapes, on va faire une récupération sur ceci. Hein. Alors, Italo va nous donner donc ses apports aussi, Italo Dutra d'UNICEF. Merci, Tania. Et merci à tous les collègues qui sont là, hein, qui sont réunis avec nous. Hein. UNICEF, comme vous savez, a 24 pays, bureaux pays, hein, présents dans 36 pays. Alors, on couvre 36 pays hein, de l'Amérique latine et les Caraïbes. On est focalisé sur la priorité mondiale, hein, les progrès et faire face à la crise des apprentissages. On est en train donc de produire des données et des connaissances dans notre région avec une série d'actions pour pouvoir partager les actions que mènent plusieurs pays, hein, et différents pays. Mais on est avec ces webinaires, donc on compte sur les partenaires qui sont là déjà, hein, ici sur place. Pour nous, c'est très important et c'est très valable pour nous hein, de travailler avec une unité de travail, avec une unité de pensée pour appuyer. Et on sait que notre appui est un peu petit hein, pour les besoins du pays, de chaque pays. Mais on essaye quand même
de partager et produire des connaissances sur les raisons qui nous mènent à, devant cette crise de l'apprentissage, les meilleures méthodologies basées sur l'évidence, coordonnées avec, bien sûr, avec les pays. La- L'avantage d'être dans 193 pays, ça nous permet de comprendre et apprendre avec ces pays et amener des solutions. Mais parfois, la solution, on sait que les solutions sont parmi nous-mêmes, hein. Et on sait, c'est clair pour nous qu'on a déjà des solutions. On doit les coordonner, les harmoniser pour pouvoir faire face à ces défis, hein. Là, c'est un grand espoir, hein, que j'ai de pouvoir avoir une unité, pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir changer la face de l'apprentissage dans notre région. Merci. Merci, Italo. On passe la parole à Daniela de la CEPAL. 2 minutes, Daniela. Alors, merci, Tania. Historiquement, la CEPAL a étudié l'éducation dans la région, hein, d'Amérique latine et des Caraïbes, les, les inégalités aussi, hein. Et la CEPAL favorise donc les suivis statistiques, hein, pour combler les écarts éducatifs et voir les choses qui touchent les différentes populations, les populations autochtones, les femmes, les groupes avec des handicaps, pour visibiliser ces besoins et l'appui. Pardon. On essaye de renforcer les développements des compétences cognitives et socio-émotionnelles et numériques pour des systèmes éducatifs pour préparer les étudiants pour les marchés laboraux, pardon, le marché du travail, pardon, pour pouvoir donc résoudre les problèmes de manière créative. La CEPAL donc s'est joint à donc à cette transformation, on s'est joint à cette transformation éducative au niveau régional avec des accords et des actions. Et grâce à ces renforcements analytiques et statistiques qu'on propose, on voit ces suivis, on voit bien sûr avec des événements et des ateliers et des assistances techniques, on peut contribuer donc au dialogue et à l'articulation des différents acteurs, hein, et différentes actions, hein, pour résoudre le problème éducatif. Alors, l'éducation n'est pas résolue seulement avec l'éducation. On a besoin s'articuler avec d'autres secteurs du public. Ah, donc, on est en train de promouvoir et renforcer les politiques éducatives avec d'autres zones, d'autres secteurs. Par exemple, les bien-être, la nutrition, l'alimentation et les bien-être socio-économiques des foyers, la protection et la protection sociale. Merci. Merci, Daniela. Merci aussi collègues qui ont répondu aux collègues. Je pense on voit des synergies, hein. Quand on entend tous les gouvernements qui sont là, on avance ensemble pour améliorer les apprentissages de base, mais on voit aussi le travail et les synergies et toutes les opportunités pour pouvoir continuer de travailler ensemble et avoir de meilleurs résultats. Alors, avec ceci, je cède la parole à Italo pour avec la prochaine partie du webinaire. Alors, on va vers la clôture de ce webinaire. Excusez-nous pour les problèmes techniques, hein, qu'on a eu, mais on a continué à transmettre en espagnol et donc on va continuer, on va rééditer les vidéos et pour pouvoir partager ça dans les différentes langues. Je voudrais souligner, avant de la clôture, hein, et de ces moments final, c'est l'importance d'avoir ces espaces, hein, où on puisse partager entre pays, hein, parce que nous, avec les gouvernements, il y a une demande assez grande des gouvernements d'avoir des espaces pour partager les expériences, de savoir ce que font les uns ou les autres. Et donc, pour nous,
Et ces webinaires marquent donc un moment important pour savoir quelles sont les actions euh, qui ont mené à la signature de cette action, de cet engagement en faveur des apprentissages fondamentaux. Alors, en préparation pour ce webinaire, les 12 pays et les 3 gouvernements sous-nationaux étaient en contact avec des collègues dans leur pays hein, pour préparer un profil par pays hein, avec les principales actions et pour faire face à la crise des apprentissages fondamentaux. Quels étaient leurs progrès, leurs résultats produits jusqu'à maintenant et quelles étaient les leçons tirées hein, et apprises et qu'on essaye de partager, qu'on va essayer de partager dans cette discussion. Alors, ce qu'on voudrait et on essaye d'organiser, c'est une publication ensemble avec tous les organismes qui sont présents ici pour pouvoir lancer la semaine prochaine cette manuel euh, de 12 profils de pays et et 3 profils des gouvernements sous-nationaux hein, qui ont été représentés par 11 ou 13 présentations aujourd'hui. Et je voudrais vous dire aussi que avec les actions qu'on a présentées ici, on est en train de... Et là, je voudrais faire l'appel aux collègues de l'Institut de planification. Voilà, l'Institut de planification internationale avec l'agence sœur de l'UNESCO. Parce que nous, IP et UNICEF, hein, et de Amérique latine et la Caraïbe, on est en train de préparer un cours. Hein, et on espère que tous ceux qui sont là, avec vos apports techniques, on pourra avancer pour pouvoir donner beaucoup plus d'appui technique, surtout ceux qui sont en train de signer ces accords et ces engagements. On est intéressé, on voudrait souligner, dire que bon, c'est une production conjointe des 2 agences. Hein, et au fur et à mesure qu'on va les préparer, donc on, on pourra, on voudra finaliser ces cours en 2025. Hein. Je voudrais passer la parole à ma collègue de l'IP hein, pour il puisse nous dire euh, un peu plus sur ces programmes. Alors, merci, Talo. Merci. Je sais qu'on a peu de temps, mais je voudrais dire ma joie hein, de rencontrer tellement de personnes de la région parce on a déjà travaillé avec vous. Hein. C'est un cadeau pour moi et surtout en fin de semaine, de voir tellement de personnes connues et chères à moi, et remercier UNICEF Lacro pour cet espace hein, et de pouvoir d'avoir entendu les avances, les progrès, et en un peu de temps hein, sur cette thématique et ce sujet si important pour nous. C'est enrichissant et c'est important. Je voudrais remercier la Banque mondiale, ESHI, USAID, CEPAL et tous les partenaires. Éviter IP, et c'est un honneur hein, et c'est une grande joie comme institut de planification de travailler sur ces cours. Hein. Et comme Italo disait, c'est un cours qui va durer à peu près 3 mois, hein, qui reprend ce qu'il y a de mieux dans chaque de l'expertise de UNICEF Lacro, des acteurs, des stratégies, avec la connaissance du terrain euh, et les plus aptes, ceux qui doivent être impliqués, c'est vraiment le gouvernement parce qu'eux, ils connaissent le terrain. Et avec l'expérience des IP, bien sûr, avec ces actions de formation dans la formation de la pratique professionnelle qui, qui cherche à renforcer les compétences des gouvernements avec un focus sur la mise en œuvre des politiques. Voilà, là, je voudrais souligner qu'on travaille avec cette approche pratique, on travaille sur des outils et des cadres conceptuels pour permettre aux personnes qui participent de vraiment expérimenter, qui sont en train de faire quelque chose
qui ne représente pas plus d'efforts, mais qui va leur connecter avec les quotidiens et avec la pratique. Et voilà, en fermant, en clôture, là, voilà, si on parlait d'évidence et de besoin d'évidence, je pense que c'est ce qui me réjouit le plus, hein. Voilà cet indicateur très clair de, de la parole qu'on a entendue pendant si longtemps, synergie. On est là, deux agences des Nations Unies, voilà, deux, parce que UNESCO, on est cousins hein, de l'UNESCO et on est cousins avec IP aussi. Et, et se rencontrer dans cet effort pour promouvoir l'éducation et avec une approche des droits pour les jeunes et les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est fondamental parce qu'il n'y a pas ces possibilités d'exercer ces droits sans les apprentissages fondamentaux ou de base, avec l'idée que toutes les personnes puissent exercer leur citoyenneté, et surtout avec beaucoup plus d'éducation, et avec des connaissances disciplinaires. Sans l'alphabétisation des bases, c'est difficile de promouvoir tout ceci, hein. Et l'analyse, et la pensée critique, les compétences relationnelles, tout ça, c'est très important pour pouvoir développer nos projets de vie. Donc, alors, face à la complexité de ces sujets, hein, parce qu'on a vu que la plupart des pays, ni en portugais, ni français, ce n'est pas la langue maternelle hein, de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de langues autochtones hein, et, et donc il y a une double complexité dans la région parce que, c'est la région qui est la plus touchée. Hein, et donc, faire partie des initiatives comme celle-ci, ça nous rend très, très contents. Merci. Merci, Mariana. Voilà, on va donc partir vers la clôture de ces webinaires. Oui, encore une fois, on voudrait remercier l'effort hein, et tout le travail que chacun a mis hein, et des représentants du gouvernement a donc fait pour avoir le temps de participer, discuter avec nous, participer, dire comment vous avancez, comment vous progressez pour faire face à la crise des apprentissages, mais aussi pour produire les matériels qu'on a présentés aujourd'hui. Hein et qu'on va pas pouvoir partager prochainement. Je voudrais remercier encore une fois la Banque mondiale, l'UNESCO, à IFG, à USAID, à la CEPAL, pour cette contribution, cet apport, pour tout ce qu'on a fait ensemble hein, pour avancer et progresser dans cette discussion. On est ensemble, on travaille ensemble sous le leadership de l'UNESCO dans le comité régional euh, pour les pour les DS4, pour les droits à l'éducation. On travaille aussi avec différents partenaires qui sont là pour avancer et avec d'autres partenaires qui ne sont pas là. Hein. Mais on travaille ensemble, et on essaie d'avancer ensemble pour fournir ce qu'il y a de mieux. En ce qui concerne l'appui au gouvernement, on sait que parfois c'est pas suffisant, mais pour les besoins de ces régions, mais on est unifié dans ces contextes avec les besoins de, de ne pas répéter ou redoubler ou duplicité d'efforts hein, pour éviter ça. Donc, on essaie de travailler ensemble. Alors, je remercie à tous ceux qui sont là, qui nous ont prêté leur temps, qui, 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 les personnes qui sont venues, qui nous ont rejoints. Alors, prochainement, on aura les vidéos dans les quatre langues, euh, en espagnol, en portugais, en anglais et en français, disponibles dans les pages web d'UNICEF, de la CEPAL, de la Banque mondiale et de l'UNESCO et de USAID. Voilà, c'est un effort conjoint. Merci beaucoup et bonne journée à tous.